Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. L'intervention du colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. Voilà la seule thématique qui va occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Dr Mohamed Kassoum Djiré, il est le président des Sentinelles Malikoura, également membre du M5 RFP. Dr Djiré, merci d'être autour de ce plateau. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, M. Bagui Diarra, il est analyste politique. M. Diarra, merci d'être là. Moi de vous remercier. Troisième invité, M. Samba Gassama, il est de la diaspora malienne. Il découvre pour la première fois le plateau de l'émission Regard croisé. M. Gassama, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Quatrième invité qui va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau, il s'agit de Zénab Evelyne Jacques du cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussie. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Le secrétaire régional des Nations Unies, la CEDEAO, la France, le Niger, la Côte d'Ivoire, le président Bissau-Guinéen. En tout cas, le colonel Abdoulaye Maïga n'a raté aucune de ses cibles lors de son passage à la tribune des Nations Unies. C'était ce samedi aux environs de 13h20. Monsieur Diarra, le colonel Abdoulaye Maïga a effectivement pris la parole ce samedi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelle analyse liminaire vous faites de cette sortie du colonel Abdoulaye Maïga? Merci bien, M. Sylvie, et encore bonsoir donc aux téléspectateurs. Je pense que cette intervention du Premier ministre par intérim du Mali reste alignée, je pense, à la session précédente. C'est-à-dire que la ligne reste quasiment la même, en cela que c'est fondamentalement la protection et le respect de notre souveraineté. Et c'est en cela également que le Mali, il est le premier au devant effectivement de ces énormes défis, notamment sécuritaires auxquels il fait face. Donc il reste aligné à ça. Et un troisième élément, le Mali reste dans cette ouverture-là pour dire nous restons ouverts également aux autres pays, mais à condition toujours que cela puisse aller dans l'intérêt général du peuple malien, porté alors par ses autorités. Je pense qu'en cela, ça reste en ligne directrice de la dernière session. Ok. Monsieur Gassama, ce discours était très attendu, l'intervention du Mali à la tribune des Nations Unies, vu les enjeux qui entourent en tout cas la crise malienne. Est-ce que ce discours déjà, de façon liminaire, a répondu aux attentes qui étaient exprimées ça et là? Alors, merci pour la question. Tout d'abord, je souhaiterais dire que effectivement, ce discours était attendu, mais il montre tout d'abord que c'était pas, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, c'était pas un discours de Choguel Kougamega, c'était une volonté politique de la direction du pays, du colonel Assimi Goïta, qui en est le président de la transition. Donc, le discours qui a été dit aujourd'hui est dans la continuité de ce qui a été dit il y a un an, à la même place. La fermeté est restée de mise. Le discours est pratiquement le même, sauf qu'entre-temps, il s'est passé autre chose. Et ça a été dit avec fermeté par l'actuel Premier ministre. Et donc rien ne change, on continue sur la même lignée. Rien ne change, on est dans la même lignée. Je suis très réconforté par ce discours. Parce que ce discours, d'abord, explique au peuple malien et au peuple nord-africain que c'est la même transition de rupture. C'est la même continuité et c'est la même idéologie. Nous avons juré de donner aux Maliens leur dignité, leur honneur, et tout pays qui respecte les trois conditions citées par son Excellence colonel Assimi Goïta lors de son allocution pour le 22 septembre, la souveraineté, la dignité, les choix stratégiques du peuple malien. Et mettre le peuple comme la boussole tournante de tout. Donc je pense que ce discours est révolutionnaire et opportun, et ce discours se traduit dans la continuité de notre transition de refondation. Les Maliens se retrouvent dans le discours. Autre chose, dans ce discours, le Premier ministre recadre
le secrétaire général On va de peut-être l'ONU. en venir au contenu. Hein? C'était juste pour une réaction liminaire. Zéna, vous venez de nous rejoindre. On parlait justement de cette intervention du colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies. Quel regard liminaire vous portez déjà sur son intervention en termes de posture? Bon, on s'attendait à ça déjà. Oui. C'est une posture qu'il continue comment on appelle, à alimenter au niveau, depuis le premier ministre qui est en repos. Abdoulaye Maïga comme Choguel Maïga finalement? Oui, non, c'est la même posture puisque c'est la posture de la transition. Okay. La posture des autorités qu'il a eu à tenir. Et je pense qu'il n'est pas le seul parce que j'ai vu beaucoup d'autres chefs d'État qui se sont vraiment lâchés les uns contre les autres. Donc on ne pourra pas lui aussi, à notre Premier ministre, lui tenir rigueur de sa posture aussi parce que, comme dit le Conseil, c'est une parade des chefs d'État. Chacun essaie de défendre ses opinions, attaquer d'autres sur des positions. Donc voilà, il a juste joué le même jeu que les chefs d'État qui étaient présents, dont les puissances comme le président Joe Biden, Macron et tout ça. À la différence de l'intervention faite par Choguel, on a vu que cette fois-ci, il a élargi ses cibles à nos voisins même, hein, aux voisins du Mali, en l'occurrence le président Ouattara qui a eu sa dose, on a vu le président nigérien Bazoum dont on a même tenté de renier sa nationalité déjà. Oui, je pense que... Est-ce que cela est de nature à conforter le bon voisinage entre les nations? Évidemment que non. Et c'est pour cela toutes les autorités donc, de ces pays, y compris celles du Mali, et globalement même de l'Afrique, sont appelées, de mon point de vue, vraiment à réorienter en fait cette approche politique. Parce que comment on peut comprendre qu'entre des frères, entre des voisins, des peuples qui partagent quasiment le même territoire et la même culture, et que leur direction ou leur autorité s'adonne vraiment, si vous voulez, à la place publique, à des comportements, mais qui n'apportent absolument rien aux pays respectifs. Mais en cela, on ne peut pas en vouloir a priori à nos autorités, parce que nos autorités sont dans une certaine réplique. Et on pourrait dire... les conditions dans lesquelles on voit aujourd'hui ce Mali, dans des conditions d'insécurité, dans des conditions d'instabilité sociopolitique depuis un bon moment, et puis avec d'autres enjeux géostratégiques auxquels nos autorités font face, je pense que nos premiers voisins qui sont les portes à côté, et avec la position centrale du Mali, parce qu'on a cette frontière quand même tout autour de nous, donc a priori ces pays devraient prendre conscience en fait de ce que vit le Mali depuis toutes ces années et de comprendre que si nous vivons véritablement en synergie, que c'est cela qui conforte la stabilité socio-économique en fait de notre région. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et de Alassane Ouattara, du président Ouattara, et également du président Bazoum, qui trouve effectivement, si vous voulez, le support de la communication, donc les médias, pour parler donc à des pairs, aux pairs d'un pays. Et je pense que cela crée des situations qui font qu'on réplique comme ça. Mais juste un dernier mot pour peut-être sortir de là. Je pense que si on voit bien que dans les postures des différents intervenants, on sentait effectivement, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut appeler ça, en fait, un certain changement de paradigme, c'est dû au fait effectivement à la thématique, hein, parce que le thème, et c'était quand même qu'on disait qu'il y avait c'était un tournant décisif et on voudrait des solutions transformatrices comme cela a été clair, mais donc face à des défis intriqués. Donc le thème était véritablement posé et donc il fallait trouver les bonnes postures pour dire ce qui ne va pas parce qu'il y a lieu d'échanger et les Nations Unies en ont conscience. Monsieur Gassama, est-ce qu'il a dit, hein, le Premier ministre était dans une posture de réplique, est-ce que la réplique a été proportionnelle au coup reçu? J'ai plutôt le sentiment que la réplique sent l'agacement dans la mesure où des questions sont posées, des interpellations sont faites à l'international et au lieu de répondre aux questions, on assiste plutôt à des tentatives de négociation et d'étouffement. Et j'ai ressenti cet agacement-là dans le discours du Premier ministre. C'est aussi vrai dans les discours politiques qu'on entend depuis quelques mois suite à l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Donc on est toujours dans cette continuité. Tant qu'il n'y a pas de réponse, le discours ne change pas. Et tant que les autorités sont sûres de leur discours, ils ne risquent pas de changer les discours qu'ils tiennent.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres également, a reçu sa part de balles. Barou, tu sais, c'est pas qu'il a reçu sa part. On l'a juste recadré. Parce qu'il est le secrétaire général. Est-ce que cela n'est pas trop osé? Non, c'est ce que je dis toujours. Il faut oser. Qui n'ose n'a rien. Nous sommes dans une nouvelle ère politique. Nous sommes dans une nouvelle vision politique. Et comme l'a dit les Nations Unies, il faut la redynamisation des Nations Unies et la refondation des Nations Unies. C'est comme ce que je dis toujours. Ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, ceux qui utilisent les droits de l'homme pour envahir des pays, ça doit s'arrêter. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes une génération décomplexée. Nous sommes une génération qui demande de l'eau à boire au XXIe siècle. Qui demande que la guerre sorte de l'Afrique. Pourquoi la guerre n'est pas en Europe? Ça a été géré d'une autre manière, autre chose. Comment le secrétaire général des Nations Unies, qui avait fait une déclaration pour dire que ils n'ont rien à voir avec les Nations Unies, fasse une déclaration pour dire de les libérer, et comme l'a dit le président de la CEDEAO. Autre chose, tout ça, ça explique comment les chefs d'État de la CEDEAO se permettent de convoquer une session extraordinaire aux Nations Unies pour aller s'approprier de quoi? Autre chose, Ado, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Quels sont les dialogues qu'ils n'ont pas fait? Jusqu'à libérer même des gens à titre humanitaire. Mais la déstabilisation du Mali, mais c'est tout à fait clair que c'est parti de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui a un président putschiste, parce que Ado n'est pas élu démocratiquement, il a violé, c'est un coup d'État constitutionnel qu'il a eu à faire, comme en Guinée-Conakry. Donc celui qui fait un coup d'État constitutionnel va aujourd'hui nous donner des leçons de démocratie, et soutenu par ceux qui disent qu'ils sont les parrains de la démocratie. Donc voilà notre modèle démocratique qu'il faut changer. Donc, il faut dire les choses comme ça se doit. Le Premier ministre est allé loin et il a invité tous les pays du monde, et il a dit l'amalgame qu'ils sont en train de faire entre le peuple français et le peuple malien. Nous n'avons pas de problème avec le peuple français. Mais c'est la junte française qu'il faut démasquer. C'est la junte. Pourquoi la France comme gouvernement qui défend les droits de l'homme nous traite des gouvernements de junte? Aujourd'hui, la junte, c'est elle. C'est elle qui manipule, qui largue et qui nourrit, qui fournit des renseignements aux terroristes. Voilà ce que le Premier ministre a dit. Maintenant, si à cause de ça, nous allons avoir des coups, il faut être prêt à avoir des coups. D'accord. Le Mali, en posture de réplique, est-ce que la réplique réellement a été proportionnelle aux différents coups reçus? Bon, je dirais par rapport à mon camarade ici présent, que les chefs d'État doivent sortir de cette histoire de s'attaquer, on dirait, des enfants qui jouent au baseball ou au paintball comme ça dans des situations de vie ou de mort sur des populations qui subissent aujourd'hui. Regarde, il y a plein de villages, plein de villes aujourd'hui au Mali qui sont attaquées. Donc au lieu d'aller à l'essentiel, discuter des choses essentielles, mais plutôt on est là à s'attaquer, à dire des choses, tel chef d'État a fait ci, tel chef d'État a fait ça. Donc ça, c'est pour moi des enfantillages. Les chefs d'État doivent sortir de ça. Et ce que je n'ai pas apprécié personnellement dans le discours du Premier ministre intérimaire, c'est par rapport à la nationalité, comme vous l'avez tout à l'heure dit, du président Bazoum. Je pense que quand il faisait son discours, il a insisté sur les valeurs morales de notre culture malienne qui ne permet pas certaines choses. Et ces valeurs aussi ne permettent pas de dire telle personne et c'est de telle origine ou pas de telle origine. La nationalité de Bazoum ne nous concerne à rien. Ses origines ne nous concernent à rien. On peut parler de quelqu'un, on peut donner son avis sur une position sans attaquer les origines, parce que personne ne sait d'où on vient. Personne ne sait qui sont nos ancêtres réels. Ils sont venus d'où. Donc, des fois, il faut sortir de ces débats qui n'ont pas de sens pour moi. Je pense qu'il pouvait mieux répondre à Bazoum, parce qu'il a fait une déclaration sur France 24 que moi aussi j'ai pas apprécié, du chef d'État, en disant que l'IGS prendra Ménaka. Mais je pense que ça, c'est d'un chef d'État, c'est déplacé, parce que le Niger et le Mali est frontière. On fait frontière avec le Niger. Si aujourd'hui le Mali est déstabilisé par le terrorisme, c'est le Niger qui est déstabilisé. Donc, soutenir que l'IGS va prendre Ménaka, pour moi, ça c'est vraiment pas la responsabilité d'un chef d'État de dire ça devant la presse internationale. Donc je pense que le Premier ministre intérimaire pouvait répondre autrement, mais l'histoire d'origine, je pense que ça c'est vraiment bas pour notre pays. Ok.
comment aller finalement à la désescalade. Et on a vu que les mots étaient tellement forts en Guinée. On a vu les autorités guinéennes ont traité, si vous voulez, le président Embalo de guignol, les autorités maliennes c'était un peu plus encore plus enfonçant que si vous voulez, que la qualification des autorités guinéennes. Est-ce que l'escalade n'a pas atteint un niveau un peu compliqué? Niveau compliqué, très certainement. Entre le Mali et la CEDEAO finalement? Même pas entre le Mali et la CEDEAO, moi je vais même dire entre d'abord la CEDEAO et si vous voulez, ses États membres. Parce que je constate un véritable malaise au niveau de cette institution régionale. J'ai comme l'impression que, vous savez, c'est elle qui consiste à analyser toute cette situation et au Mali et si vous voulez en Guinée et même ailleurs. Je m'explique. Vous êtes une organisation régionale, de mon point de vue, qui veille à ce que chaque État membre, au mieux, lorsqu'il a un problème qui est dans une certaine synergie d'action, on essaie effectivement de se conforter pour monter parce qu'on veut être dans une sorte d'entité unique pour soutenir notre développement. Mais on a comme l'impression que le leadership au niveau donc de cette institution, de la CEDEAO, exactement, de la CEDEAO, a un autre agenda. Et donc ce qui fait que les pays qui sont dans des difficultés, et comme le nôtre, comme le Mali, souvent on se sent véritablement seul face à cette CEDEAO, parce que c'est elle qui fait, si vous voulez, l'interface quelque peu entre nous et le reste du monde, et notamment donc, si vous voulez, l'Europe. Mais qu'est-ce qui arrive à cette CEDEAO-là? Quand on voit ce qui est dedans, elle ne prend pas à bras le corps des problèmes. Vous avez vu, le Mali, nous venons juste de sortir donc de ces sanctions, encore que nous qualifions, et c'est très juste, d'illégal et d'illégitime. Mais on avait pensé que dans les procédures de la CEDEAO pour gérer en tout cas la suite de cette crise-là, que les choses allaient changer. Mais c'est toujours un émissaire qui est envoyé auprès d'un pays en difficulté, et de l'autre côté, peut-être le président de l'institution ou encore un autre chef d'État va prendre tout simplement la parole sur un média et essayer de se prononcer sur une telle situation par rapport à un tel pays. Et donc ça met les pays dans des cacophonie. Exactement. Et tout ça là parce que c'est la CEDEAO en tant qu'institution qui ne joue pas son rôle régulateur en réalité. Donc de mon point de vue, la situation elle va se complexifier davantage tant que la CEDEAO ne s'assume pas, parce que les pays verront en fait au respect de leur stabilité et essaieront effectivement de protéger leur souveraineté et de faire en sorte qu'ils puissent être les premiers responsables devant les problèmes posés. Samba, une chose est de tirer sur tout ce qui bouge, une autre chose aussi est de s'attendre aux conséquences liées en tout cas à certaines actions. À quoi devrons-nous s'attendre après une telle sortie? Alors très clairement, nous sommes dans une guerre médiatique sur tous les plans, aussi bien côté ivoirien, côté français, côté nigérien, côté malien. Quand le Mali demande des excuses publiques à la Côte d'Ivoire pour l'affaire des 49 soldats, c'est médiatique. Ce qu'ils veulent, c'est faire comprendre à la communauté internationale qu'ils ont raison. Quand les Ivoiriens refusent ces excuses publiques, c'est médiatique. Ils ne veulent pas perdre la face aux yeux de leur communauté nationale. Chaque discours a une conséquence. Mais heureusement pour nous, les relations entre États ne sont pas les relations entre hommes. Donc la virulence du discours d'aujourd'hui ne met pas un terme définitivement aux relations entre nations. Et heureusement d'ailleurs, puisque ça serait un peu compliqué de couper les relations avec un pays voisin comme la Côte d'Ivoire, qui est une grande puissance locale. Il y aura des conséquences, mais à mon avis, à l'échelle des nations, ça sera relativement négligeable. Ça sera géré de manière diplomatique. Faut-il s'attendre à des représailles? Bon, chaque fois qu'on parle de vérité, les gens ont peur des représailles. On n'a rien sans peine. C'est à cause de ça que nous sommes là où nous sommes. Parce qu'on a mis dans notre tête durant 30 ans que tu ne peux pas dire ce que tu penses. Et quand tu vois certains hommes politiques, ils parlent entre les lignes. Quand tu vois certaines personnes, comme l'a dit ma collègue Zainab, jusqu'à dire qu'ils ont infantilisé les Nations Unies. Mais les Nations Unies, je vais te dire, Zainab, d'où viennent les Nations Unies? Depuis sa création en 1945 jusqu'à nos jours, les Nations Unies n'ont pas pu mettre la paix dans un pays. Dis-moi, quel pays au monde les Nations Unies ont pu ramener la paix? Mais c'est eux qui engendrent toute la guerre dans laquelle nous sommes.
C'est eux qui larguent tout aux terroristes. Ils ont cassé le Moyen-Orient. 20 ans après, ils ont négocié avec les djihadistes à Doha pour aller après sortir les mains vides. Donc vous allez continuer à vivre éternellement pauvre pour tout simplement demander la démocratie. Aujourd'hui, Ado est en train de déstabiliser ton pays, Bazoum est en train de ridiculiser les autorités de l'État. Et quand on parle de la nationalité, mais Bazoum vient. Le frère de Bazoum vit à Menaka. Aujourd'hui, je te parle, là où nous sommes, si des autorités maliennes disent de la nationalité de Bazoum, aujourd'hui Bazoum n'est pas digne. Il n'est pas digne des Nigériens sur les propos qu'il est en train de dire sur le Mali. C'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, les représailles, c'est quoi? Ils ont fait 6 mois d'embargo ferme sur le Mali, en violation des droits de l'homme, en pleine guerre contre la Covid. Ils n'ont pas pensé à nous mettre sur le dos. Et tout ça, c'était guidé par qui? Par Alassane Ouattara. Mais cela n'a pas empêché aux Maliens de vivre. Et puis, la redynamisation dont on parle. Nous, on n'a même pas été vus là. Il fallait lire l'histoire et lire les discours de Dr Ousmane Ba aux Nations Unies. Les Nations Unies, les gens parlent de ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, la nouvelle ère politique qui a été dessinée par les Nations Unies, c'est de dire ce que nous pensons. Donc, du point de vue sentinelle Malikoura, nous allons veiller à ce que personne ne fasse peur aux Maliens. Cette dynamique de refondation va continuer. Si des nouvelles hommes politiques veulent venir, qu'ils fassent la politique autrement. Si la vérité est non en train de se cacher que les États doivent changer. La CEDEAO, ça a été créé au Mali. D'accord, on va vous retourner là-bas. Dans l'euphorie de cette intervention, faut-il en tout cas penser ou croire à des éventuelles représailles? Bon, je dirais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tenu un discours poignant plus que le feu président libyen Kadhafi. Donc lui, il a carrément... Personne ne peut arriver à son auteur en question de discours devant les Nations Unies. Mais c'est pas ça au fait. C'est beau, c'est bien de dire oui, attaquer les gens, donner, comme je l'ai dit, je ne parle pas seulement du Mali, je parle de tous ces chefs d'État qui se sont différemment, Joe Biden qui parlait de Poutine, Macron qui parlait sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Chacun s'est lâché devant le tribune. Mais c'est pas ça qui va enlever le pays du problème dans lequel. C'est un endroit où donc tout le monde... Donc vous pensez qu'il fallait tenir un autre discours? Moi je pense que les mots ont du sens. On peut parler, on peut réaffirmer, comme ils le disent, notre intégrité, notre patriotisme, voilà, notre, pour dire que souveraineté, mais il y a des mots, vraiment, un premier ministre doit être très diplomatique, un chef d'État doit être diplomatique. On ne doit pas, surtout que quand nous partageons un même territoire, parce que nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains, je parle des pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dire qu'un pays de la sous-région cherche à déstabiliser un autre pays, moi je trouve que ça c'est des langages un peu forts entre nous parce que nous sommes sur un même territoire, donc nous attaquer comme ça, on est en train de dire qu'on se bat contre l'Occident et on se bat contre nous-mêmes. Si on veut battre l'Occident, ce n'est pas en se battant entre nous dans la même famille qu'on va pouvoir battre l'Occident. Donc il faut déjà qu'on soit unis entre nous. Donc il ne faut pas qu'on se tienne des propos, je ne parle pas seulement du Mali, je parle de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se tiennent ces genres de discours, d'arrêter parce que vraiment ça nous avancera à rien. Nous sommes en train, nous fuyons les vrais problèmes pour aller dans des discours qui n'apportent rien au final. Il y a eu combien de discours devant les Nations Unies? Qu'est-ce que ça a changé? Honnêtement, ça n'a rien changé. La sécurité n'a pas été à un certain niveau. Jusqu'à présent, le Mali, il y a plein d'endroits aujourd'hui où il y a des attaques. Même le 22 septembre, il y avait une attaque entre Fana et Ségou. Donc pour dire que ces grands discours, c'est bien que les Africains discutent ce qu'ils pensent, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça le truc. D'accord. Est-ce que finalement, avec l'allusion qui a été faite aux 46 militaires ivoiriens aujourd'hui dans ce discours, est-ce qu'on peut dire finalement que la dynamique de leur libération est désormais compromise? Je pense pas. On a quand même observé une nouvelle qualification. Hein? On parlait des soldats ivoiriens, mais cette fois-ci, c'est des mercenaires ivoiriens qui...
Oui, ça veut dire que initialement le mot on est dans la réqualification. Exactement, le mot revient. Mais de mon point de vue, je pense que rien n'est perdu encore dans cette situation. Malheureusement, le président donc Alassane Dramane Ouattara a voulu donner une autre connotation en fait à cette situation, situation dans laquelle toutes les analyses démontrent que les insuffisances sont du côté ivoirien. Je pense que le leadership africain, s'il était véritablement animé de cela, ça dit que cette situation était finie il y a longtemps. Mais je pense que lui, il a voulu donner, si vous voulez, un autre traitement à cela. Et je pense que tout cela est lié à cette difficulté ou à cette rupture qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Mali, où j'ai l'impression que certains de nos pays voisins essayent effectivement, en fait, de récupérer cette difficulté entre nous et la France, à leur profit entre eux et la France, à telle enseigne que souvent ils deviennent porteurs de messages qui font peut-être quelque part plaisir à la France. Et malheureusement, je pense que même le président ivoirien, en essayant de ramener cette situation entre deux États frères, en ramenant ça donc au niveau de la CEDEAO et encore aller montrer ça à la face du monde et en faire un point de discussion comme cela, tout cela sont des natures effectivement si vous voulez, à complexifier la situation, d'autant plus que toujours dans les discours maliens, on dit que la situation est judiciarisée. Mais moi je pense encore là que rien n'est encore perdu et tout est possible dans une médiation si les chefs d'État se ressaisissent et à commencer par ADO à comprendre qu'on est entre pays frères, que nos peuples ne gagneront absolument rien dans ça. Parce qu'au final, ce qu'il faut comprendre, c'est 46 Ivoiriens, et appelons-les comme tels, même pas comme des mercenaires, mais ils ne valent pas mieux que tous les peuples maliens. Parce que si nos autorités nous montrent, jusqu'à présent ça n'a pas été démenti, qu'ils sont venus, ces 46 ou ces 49 personnes sont venues avec des armes et des munitions de guerre qui ne rentrent pas effectivement dans le cadre d'une mission de sécurisation, et que la MINUSMA a encore reconnu qu'ils ne font pas partie effectivement des éléments nationaux de sécurité. Donc et naturellement, cela va dans le sens effectivement à empêcher, si vous voulez, la stabilité du Mali. Donc ces 46 Ivoiriens ne valent pas mieux que le peuple malien. Donc au président ivoirien de comprendre et simplement donc de faire cette discussion entre deux États. Et je pense que ça peut être plus facilement avec la médiation donc du Togo et d'autres. Entre nous Africains, passons ça parce qu'il y a des enjeux énormes, notamment pour nous Maliens qui sont dans une situation extrêmement difficile. Monsieur Gassama, la situation des 46 Ivoiriens est désormais compromise quand le Mali a décidé de venir à sa qualification de départ. On ne parle plus de soldats ivoiriens, mais de mercenaires ivoiriens. Totalement. Le mot est revenu plusieurs fois dans le discours. Oui. On a clairement enlevé soldats ivoiriens, ce qui annonce un durcissement de la volonté d'aller au bout de cette histoire. Maintenant, si vous voulez de la gérer diplomatiquement. Oui, mais sauf que il y a un paradoxe quand même dans notre discours malien concernant cette affaire de soldats ivoiriens. Mon co-débatteur le dit, un pays frère. Je pense qu'arrivé à ce stade-là, je ne comprends plus l'utilité de parler de pays frère. Quand on dit qu'il y a 49 soldats ivoiriens qui sont venus pour déstabiliser le pays et que Alassane Dramane Ouattara veut déstabiliser le pays, comme a dû le dire mon co-débatteur, on ne parle plus de pays frères. On parle plutôt de pays ennemis. Je pense que les mots vont un peu loin. C'est ma pensée personnelle. Les mots vont un peu loin. Et je pense très sincèrement que ce ne sont pas des mercenaires. Ce qui a fait défaut dans cette histoire. Vous pensez comme Antonio Guterres? Non, je pense comme les autorités maliennes ont eu à le dire dans le premier communiqué, qu'ils sont considérés comme des mercenaires car ils sont venus de manière illégale. Donc je reste sur ces propos-là. Maintenant, nous sommes rentrés dans un jeu de dialogue parce que la Côte d'Ivoire n'a pas su répondre, n'a pas su apporter de réponses concrètes. Ça c'est une faute de l'État ivoirien. Le Mali n'a pas eu la réponse qu'il voulait, et des voix à droite à gauche, notamment les Nations Unies, s'en mêlent et vont dans le sens de vouloir faire plier le Mali, tordre le bras du Mali pour faire sortir les soldats ivoiriens, ce qui reste inacceptable pour les autorités maliennes dans la mesure où ils ont aussi une population à qui ils doivent rendre compte. Donc ça, il faut que la présidence ivoirienne et les Nations Unies le comprennent. Le mieux, c'est d'apporter des réponses claires pour qu'on sorte de ce dialogue de sourds. Okay. Le Mali décide de revenir à sa perception de départ sur les 46 Ivoiriens en les qualifiant de mercenaires.
Bon, c'est des mercenaires. Ça a été déclaré, c'est des mercenaires. Mais comme vous l'avez dit, les dialogues diplomatiques, le Mali a ouvert son cœur pour essayer de dialoguer. Mais le gouvernement ivoirien ne veut pas savoir de ça. Ça, c'est une manière de répondre à l'appel du président Ouattara qui demandait leur libération sans délai, une manière de dire qu'on oppose une fin de non-recevoir. Aux questions de justice, la justice, j'en passe. Deuxième lecture que je fais. Ouattara ouvertement a indexé les autorités du Mali dans les audios dont il parle, jusqu'à traiter les autorités maliennes comme des idiots. Les audios sont là. Sauf que l'authenticité, il n'a pas pu démontrer le contraire. Le gouvernement a suspendu. Et tout le monde sait que l'audio, même s'il n'y a pas d'authenticité comme il le faut, c'est que la parole, la voix de Ouattara, c'est la voix de Ouattara et Boubou Cissé. Ça, c'est clair. C'est vous qui le dites. Allez-y. Donc ça, c'est un. De deux, ce audio explique la haine viscérale que ce président a contre cette transition. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait au Bondier? Qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara? Première, deuxième de lecture. Troisième de lecture, les mercenaires là, déjà sont sur la main de la justice malienne. Mais comment l'Organisation des Nations Unies va s'ingérer dans les affaires internes du pays? C'est à cause de ça que la CEDEAO même a créé la cellule des droits de l'homme de la CEDEAO. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui ce qui se faisait avant. Qu'un président s'assoit dans son bureau et dicte aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est ça qui fait mal. Sinon, le Mali n'a agressé aucun pays. Le Mali est dans sa logique de réciprocité. Et ça, là, nous allons le continuer parce que nous sommes dans une transition de refondation et de rupture. Malheureusement, c'est ce qui ne plaît pas à eux. Heureusement, c'est ce que le peuple malien demande. Plus jamais de retourner derrière. Troisième lecture. On a libéré 3 de ces mercenaires à titre humanitaire. Ça montre et ça explique que l'État malien est ouvert au dialogue. Donc moi je pense que cette affaire des 46 mercenaires ne doit pas être aux Nations Unies. Déjà que le Togo est dessus. Pourquoi Alassane Ouattara va accuser le gouvernement malien aux Nations Unies? C'est ce problème. C'est un problème entre deux pays. C'est pas un problème international. C'est comme notre problème d'accord au Mali. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit, le seul pays au monde à affronter seulement la guerre imposée, le terrorisme instrumentalisé et en même temps la guerre ethnique. Parce que tout ce qui se passe dans notre contexte, quand tu vois nos ethnies là, ils sont instrumentalisés par des forces étrangères. Nous avons les preuves et on nous empêche, au nom des droits de l'homme, et regardez seulement ça, on nous empêche de donner les preuves. Nous avons convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies. Des réunions sont faites notamment. Des chefs d'État sont saisis pour empêcher au Mali, et même le président sénégalais l'a dit. D'accord, on va vous redonner la parole pour répondre à l'appel du président Ouattara de libérer ces Ivoiriens sans délai. Le Mali revient à sa perception de départ en les qualifiant de mercenaires. Bon, je trouve que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas allées dans le sens normal. Parce que déjà, une affaire qui se trouve devant la justice, disant que la justice d'un pays est indépendante, comme ce qu'a affirmé aujourd'hui le Premier ministre intérimaire devant les Nations Unies, et après dire que le président Assimi Goïta a libéré pour acte humanitaire 3 personnes. Je pense que le chef de l'État n'a pas les prérogatives de libérer qui que ce soit qui est sous, bien sûr, sauf grâce présidentielle, et la grâce présidentielle, c'est après condamnation. Donc, jusqu'à preuve du contraire, même s'il est le président de la magistrature suprême, ça c'est dans le conseil disciplinaire. Mais il n'est ni juge ni procureur pour demander la libération de 3 personnes pour cause sauf qu'il n'a jamais été dit que c'est le président qui a libéré. On a vu un communiqué de la justice dans oui, avant le communiqué de la justice, le directeur de cabinet du président Alassane Ouattara, qui était à Lomé, avec notre ministre des Affaires étrangères, a tenu ses propos devant notre ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas eu à démentir et qui n'a pas changé ce communiqué avant qu'elle ne soit lue, parce qu'ils ont lu le communiqué. Donc, ce qui veut dire... Vous pensez que la justice a accompagné, je pense que... a donné de la forme. Mais c'est ce que ça veut dire. Parce que moi, je pense qu'un jugement qui n'a pas... Quelque chose qui est sous main de la justice, il n'y a pas eu de jugement, on ne peut pas libérer sous une histoire de trucs humanitaires. Et après, de ça, on a vu qu'il y a eu une demande d'échange
c'est-à-dire des 46 soldats restants contre des Maliens qui sont exilés en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont sous mandat d'arrêt. Je pense que les deux dossiers n'ont rien à voir les uns avec. C'est pour qu'on a donné un bâton à la Côte d'Ivoire de nous taper dessus. Quand aujourd'hui la CEDEAO dit que c'est un chantage, mais oui, parce que ça a tout l'air d'un chantage au fait. Donc moi je pense que déjà dès le départ, si on ne voulait pas les libérer, il ne fallait pas libérer les 3. On devait les garder les 49. S'ils doivent être jugés, ils seront jugés. Si le président veut les gracier, il les graciera parce que ça, c'est dans ses prérogatives. Mais libérer 3 personnes disant que c'est pour des fins humanitaires et après dire que les 46 autres, c'est parce que vous allez nous donner nos compatriotes qui sont chez vous, on va vous remettre les 46. Je pense que c'est vraiment pas des choses à faire. D'accord. La CEDEAO, le dernier sommet de la CEDEAO à New York s'est penché sur, en tout cas, le sort de ces 46 Ivoiriens. Les chefs d'État ont même décidé d'envoyer trois chefs d'État ici au Mali pour obtenir, si vous voulez, leur libération. Et en réponse en tout cas à cette demande de la CEDEAO, dans une lettre confidentielle, le Mali vient de décider de ne pas recevoir cette délégation le mardi, mais c'est dit disponible à les recevoir le jeudi ou le vendredi prochain. Sidibé, tout ça là, moi ça veut dire que cette CEDEAO là, c'est vraiment très très difficile. Vous voyez, il y a eu à peu près quelques 8 personnes, des présidents. On a vu l'envoyé de Boari, on a dit que quand le président Macky Sall était passé, il en a aussi parlé, le président burkinabé, ils ont cité, mais on ne sait pas où le blocage est. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qui est assorti en fait de ces différentes médiations précédentes, y compris celle du Togo. On sait déjà que pour celle du Togo, on avait quelque peu un dénouement partiel avec la libération effectivement des 3 au Togo, donc des 3 femmes au Togo. Mais en fait, comment on comprend cette attitude du Mali qui décide de ne pas cette délégation? J'en arrive. Plutôt le jeudi ou le vendredi. Et j'en arrive parce que ce qui est en train d'arriver, on dirait il y a beaucoup d'éléments que nous n'avons pas. On a dit qu'ils étaient au renouvellement, si vous voulez, donc au 8e renouvellement de ces éléments. On ne sait pas les précédents, comment est-ce que tout cela s'est passé, quelles ont été les conséquences. On a dit ici qu'on voulait effectivement déstabiliser le Mali avec tout ce qu'ils avaient, mais en fait, qu'est-ce qui est ressorti des enquêtes? On sait effectivement que la justice a pris position là-dessus et que le dossier est à ce niveau-là. Donc pour moi, il y a beaucoup de non-dits. Et quand la CEDEAO, n'ayant pas pu effectivement se saisir directement du dossier avant un tel sommet extraordinaire à travers déjà toutes ces médiations que je viens de citer tout à l'heure, va et se retrouver là-bas et dire à la face du monde qu'on va venir donc dans une nouvelle médiation pour la libération de cela, c'est comme si en fait on voulait mettre le Mali toujours dans cette posture-là de faire ce que les autres voient. Donc vous n'êtes pas dans la bonne dynamique. Alors que le Mali, vraiment, disons-le, est victime sur ce coup-là. Et donc nous pensons que c'est seule la médiation. Et cette médiation n'est pas rejetée. Je ne sais pas pourquoi les autorités disent nous ne voulons pas vous recevoir mardi. Pour des contraintes d'agenda. Ok, donc si c'est pour des contraintes d'agenda propres à eux, ils connaissent le contenu. Moi, je ne connais pas le contenu de cela. Mais pour moi, je pense que dans une médiation, ça ne devrait pas poser des problèmes. Donc la disponibilité n'est pas remise en cause de nos autorités pour pouvoir discuter et trouver une issue favorable. Je pense que cela est salutaire. Mais de mon point de vue, c'est toujours de mon point de vue cette CEDEAO-là qui doit pouvoir s'assumer et non vouloir... c'est ce que voulait Alassane. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la discussion en bilatéral et très rapidement évoluer sur ça, donc il internationalise en fait la situation. Et puis la CEDEAO s'en saisisse. Qu'est-ce que cette CEDEAO va venir dire que nous, on ne peut pas régler entre nous? Et juste pour terminer sur un mot que mon co-débatteur a utilisé, je pense que quelles que soient les difficultés entre les deux autorités, c'est-à-dire les États et les pays ne sont vraiment pas ennemis. Il n'y a pas ce mot-là. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a toujours cette incompréhension et cette difficulté à ces autorités-là de pouvoir effectivement s'entendre. Mais sinon, dans les fonds, ça n'ira pas plus loin que ça non plus. La résolution du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO avait décidé d'envoyer une délégation de 3 chefs d'État au Mali à l'effet, si vous voulez, ça a été clair, à l'effet d'obtenir la libération des 46 militaires ivoiriens. Et le Mali vient de décider autrement.
s'est dit ne plus être disponible à recevoir le mardi, mais plutôt le jeudi ou le vendredi. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai effectivement reçu la lettre juste avant d'entrer sur le plateau. J'ai survolé. Ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas disponibles à les recevoir. Ils rajoutent qu'ils peuvent le recevoir un autre jour. Donc déjà, ça ferme le débat sur la question. Le dossier des 49 militaires est politique. Les gens ne veulent pas forcément le dire. C'est entre les mains de la justice, mais c'est normal parce qu'on ne peut pas les détenir comme ça sans que ça soit sous la coupe de la justice. Le dossier est politique, c'est bien pour ça que nous négocions depuis des semaines. C'est bien pour ça que le Mali négocie avec la Côte d'Ivoire depuis des semaines, avec l'aide du Togo. C'est aussi pour ça que la CEDEAO se déplace pour venir en discuter. Le dossier est politique, la solution sera politique. Maintenant, au bout d'un moment, il est clair que ce soit malien ou ivoirien, moi je dis pas vous comprenez ces reports imposés par le Mali? Oui, mais ça peut pas se décider à la veille de la veille pour le lendemain pour dire qu'on va venir dans 2 jours sans tenir compte de l'agenda du pays qui est censé vous accueillir. Moi je connais pas le programme de l'État malien. Maintenant je pense que on a plutôt affaire à des autorités qui me paraissent être de bonne foi. Quand même. Donc je pense pas qu'il y ait une volonté de faire traîner cette histoire. Je pense qu'ils doivent réellement avoir un empêchement qui les empêche de les recevoir. Mais j'y crois, je pense que la solution est politique et on aura une solution. De toute façon, je n'ai pas dit que ce sont des pays ennemis. Je dis qu'il y a des discours qui se contredisent. Quand on dit que les Ivoiriens ont envoyé des militaires pour déstabiliser le pays et que le président ivoirien veut déstabiliser le pays, je suis désolé, c'est comme quand on dit que la France est un État terroriste. On ne peut pas dire que c'est un État terroriste, c'est un État ami. Donc je dis juste que les discours se contredisent. D'accord. Finalement, les 3 chefs d'État ne seront pas au Mali ce mardi parce que nos autorités en ont décidé. Avant de répondre à ça, je voulais faire 2 lectures sur le congrès, la réunion extraordinaire des chefs de l'État aux États-Unis. Ça explique ce que M. Kassibourou a dit quand il était à la commission de la CEDEAO. Qu'ils vont tout faire pour faire un rapprochement entre l'OTAN et la CEDEAO. C'est ça, le dessous de tout ce qui se passe, c'est d'otaniser la CEDEAO. 1. De 2. Deuxième lecture, le congrès des États-Unis, en avril 2022, vient de donner l'autorisation aux États-Unis d'intervenir en Afrique, surtout contre les intérêts russes. Donc, c'est pour une fois de plus, quand notre gouvernement, à travers le PM actuel, je cite, quand il disait que des institutions sous-africaines sont instrumentalisées par des États étrangers, ça justifie ça. Donc voilà les 2 lectures que je suis en train de faire. Et le même Kassibourou aujourd'hui est président de la banque de la BCAO. Donc c'est une manière en même temps de nous asphyxier économiquement. Mais ce que je peux dire, ce problème, comme il l'a dit mon collègue, est un problème politique. Pour revenir à ma question c'est une question politique. Le gouvernement malien est disponible, mais tout simplement pour des problèmes d'agenda. Le Premier ministre étant à New York avec une forte délégation, ne pourra pas recevoir les gens demain ou après-demain quand même. Donc moi je pense que le dialogue va se continuer et nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais à un moment donné, les mêmes frères de la même famille parlent le langage différent. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a une posture que nous voulons qu'il change de posture. Si demain, nous avons des postures qui ne l'arrangent pas, qu'ils nous le disent et on travaille, c'est ça même, l'objectif même de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Les chefs d'État de la CEDEAO, c'est un club qui est instrumentalisé, qui est téléguidé et qui est visé par la France. Et la France, à son tour, c'est la marionnette des États-Unis. Voilà la géopolitique. Je vous donne un exemple. Là, le bateau Maral qui allait être payé par les Russes. Mais il a fallu un coup de fil des États-Unis pour que la France dise qu'il ne livre pas ça à Poutine. Ça, c'est de 2. La guerre en Ukraine. Mais vous êtes en train de... Ils sont en train d'instrumentaliser la situation malienne. La même situation se produit dans les portes au niveau d'Europe, en Ukraine. Mais les mêmes puissances sont en train de fournir de l'arme. Ils ont amené des mercenaires. Ils ont amené ils ont mobilisé des milliards et des milliards pour les Ukrainiens. Vous pouvez faire la guerre. Mais le Mali, où vous dites que vous êtes les patrons de lutter contre le terrorisme, et vous-même, vous larguez des terroristes. Nos frères qui sont morts à Tessuit l'autre jour. C'est ce que nous on a dit, c'est ce qui a déploré les Maliens. D'accord. Ce sont les populations qui ont filmé. Oui. C'est les populations qui ont les images. Moi j'étais sur le terrain. Je vous l'avoue, on a les preuves.
C'est pas pour zéro que nous parlons des sentinelles. Nous, nous veillons sur le Malikoura. Et les sentinelles Malikoura veilleront sur tout ce qui est la refondation. Une transition de rupture. Donc les anciennes pratiques là, vraiment, franchement, nous devrons les arrêter. Que l'Occident comprenne que c'est une nouvelle ère politique. Vous n'allez pas aussi monopoliser la parole autour de ce plateau. Zénab, finalement, avec cette indisponibilité exprimée par les autorités maliennes, est-ce qu'on ne peut pas finalement dire que la CEDEAO a eu tort de décider toute seule de cette date? J'avais compris que c'était ça un peu l'essence de ta question. Bon, oui, je pense qu'il devrait avoir quand même un consensus sur la date de la visite des chefs d'État. Parce que c'est vrai que chaque pays a un calendrier. Donc, comme l'a dit tout à l'heure mon camarade ici présent, le Premier ministre étant avec une délégation là-bas, ce serait un peu difficile d'organiser leur venue si tôt. Mais je pense que les autorités ne vont pas refuser la venue des chefs d'État puisque ils les ont toujours reçus. Macky Sall est venu ici. Ils ont proposé même des dates, hein? Ben voilà, donc. Le jeudi ou le vendredi? Et bon, de toute façon, mardi, jeudi, vendredi, c'est la même semaine. Donc, je pense que ça va se faire en espérant que ça va bien se passer parce qu'on dit, un adage dit que quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent et nous sommes les herbes, nous le peuple malien et le peuple ivoirien, c'est nous qui allons souffrir de cette histoire. Donc c'est mieux qu'ils puissent tomber d'accord. Et je répondrai aussi à mon camarade quand il dit qu'il a des preuves, il était sur le terrain. Nous, en tant que Maliens citoyens, on aimerait bien voir ces preuves. Ce n'est pas aux Nations Unies, c'est au Mali qu'on veut voir ces preuves-là. Montrez-nous ces preuves pour que nous aussi on sache ce qui se passe parce que vous êtes au courant de quelque chose que nous ne savons pas. Et nous, on veut savoir cette chose. Bien sûr, parce que vous avez dit que vous étiez sur le terrain, vous avez des preuves. Et moi, je suis curieuse. Je veux vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain et ces preuves que moi, je n'ai pas. À la sortie, tout de suite, je lui montre les preuves. Parce que comme le gouvernement malien n'a pas fait sortir des preuves, je ne sors pas. Il n'y a pas de souci. C'est pour te dire que tu es politique au même titre que moi. Quand il y a des informations, il faut aller sur le terrain. Elle va terminer. Je vais terminer. Je vais te donner les preuves. Vous allez me donner les preuves, mais je demande aussi, comme beaucoup de Maliens comme moi, Maliennes comme moi, n'ont pas accès à vous. Donc, nous pensons que les autorités maliennes aussi doivent publier ces preuves pour que les Maliens sachent ce qui se passe réellement sur le terrain. Et on en a besoin. Comment obtenir finalement la libération de ces 46 Ivoiriens? Mais si la mission première de la délégation de ces chefs d'État, c'est d'obtenir la libération de ces 46 Ivoiriens. Comment obtenir cette libération dans ce contexte de grande méfiance? Je pense même qu'en ces termes-là, la CEDEAO... Est-ce que ce terme était déjà approprié? C'est pas approprié, c'est ce que j'ai dit. Parce que vous voyez, c'est toujours, si vous voulez, cette posture de supériorité par rapport à un pays en difficulté. Et connaissant, en fait, Maliens que nous sommes, mais ça, ce ne sont même pas... Je rappelle que c'est le dernier tour de table. Oui, mais ce ne sont même pas nos autorités. Et ça passe pas. Ça passe pas chez les Maliens. C'est-à-dire que faire du Malien comme un moins que rien, où il est juste à ta solde, tu fais de lui ce que tu veux, mais même dans la collaboration, ça ne marche pas. Et nous avons pensé que dans cette approche gagnante-gagnante entre États, que ça aussi, ça ne marche vraiment pas du tout. Donc, mais néanmoins, je suis convaincu que c'est la diplomatie, la discussion entre responsables donc de deux États qui vont nous permettre facilement donc de sortir de là. Parce que derrière, et surtout beaucoup plus pour nous devons rapidement quitter dans cette situation parce que on a un énorme enjeu à l'intérieur ici. Et nous avons tenu ce discours, mais il doit pouvoir s'adosser le long du temps sur en fait une certaine stabilité sociopolitique indispensable pour la réussite de cette transition-là et notamment au niveau d'une classe politique. Je pense que c'est un autre point. Peut-être que la question n'est pas allée dans ce sens, mais c'est quand même fondamental de mon point de vue. Samba, est-ce que la CEDEAO, les chefs d'État n'ont pas manqué de tact dans le choix des mots, par exemple? Ils décident de décider de la date de la rencontre avec l'envoi à l'effet d'obtenir la libération. C'est 46. Encore une fois, la CEDEAO se décrédibilise et je pense qu'ils ont du mal à régler ce problème dans la mesure où ils se sont laissés coller l'étiquette de représentants de la France et de l'Europe dans la sous-région. Et aujourd'hui, cette étiquette, les autorités maliennes très clairement en parle pratiquement ouvertement, la population malienne en parle très clairement, donc ça va être compliqué pour eux de venir convaincre parce que Alassane est reconnu comme par la population malienne comme un représentant de la France, la CEDEAO est reconnue comme un représentant de la France. Je pense qu'on aura besoin certainement d'un médiateur beaucoup plus détaché, donc ça va être compliqué pour eux de régler les problèmes, mais en tant que Malien, je pense que tout ce débat
les problèmes avec les pays de la sous-région, avec les pays à l'international, masquent volontairement ou involontairement les vrais débats de cette nation. On a des réels problèmes ici. Et pendant qu'on parle de ces 49 soldats qui en vérité sont négligeables par rapport aux problèmes que l'on vit quotidiennement ici sur le territoire, on perd beaucoup de temps. Il est temps qu'on parle du Mali et des problèmes des Maliens. Tout à fait. Allez-y. Une fois de plus, la CEDEAO fait hors sujet. D'abord, vous demandez une visite sans prévenir. Deux, vous voulez coiffer le Mali à son absence. Nous avons juré que personne ne fera le Mali à la place des Maliens. Le Mali est suspendu des instances de la CEDEAO. Mais les sanctions ont été levées. Les sanctions ont été levées. Ils ont parlé de chantage. C'est du chantage. C'est du chantage. Allez discuter du Mali au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Mali, mais c'est au Técanao, au Bana, ça c'est fini. Personne ne parlera du Mali hors du Mali. Personne ne donnera des leçons de démocratie au Mali. Une génération de jeunes décomplexés qui est en train de refonder notre pays. Troisième des choses. Nous sommes sur une transition de refondation. Et la refondation de notre modèle démocratique ne peut se faire qu'à travers de nouvelles hommes politiques. Et dans la paix, le vivre ensemble et la réconciliation. Dans cette semaine de paix et de réconciliation, je demande à tous les Maliens de se donner les mains, une fois de plus, de ne plus tourner derrière. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et au nom des sentinelles Malikoura, nous y veillerons et nous allons prévenir aussi les Maliens sur toutes les signes de déstabilisation. Si possible, étaler les preuves qui sont. Allez-y, je termine. Bon, moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu peut-être de consensus sur la date et que j'espère et nous espérons, peuple malien et peuple ivoirien, qu'il y aura un issue très favorable très bientôt à cette histoire parce que ça a trop duré. Et comme l'a dit mes deux co-débatteurs ici présents, c'est que il y a des problèmes réels. Nous avons un chronogramme à respecter. Nous avons des élections, un référendum, une nouvelle constitution qui est en train de mijoter. Donc il y a beaucoup de choses et aussi l'insécurité, l'accord. Il y a beaucoup de choses au Mali qui sont pour moi prioritaires que cette histoire de 46 soldats actuellement. Donc je pense que nous devons sortir de ça. On a trop traîné là-dessus. La Côte d'Ivoire, il y a eu honte, la Côte d'Ivoire a reconnu dans un communiqué qu'il y a eu beaucoup de manquements. Donc voilà. Donc s'ils ont reconnu leur tort et que voilà, on a eu même à libérer par humanisme 3 d'entre eux. Donc les 46, je pense que ça ne poserait pas de problème puisqu'on a déjà sauté la voie judiciaire. Donc je pense que voilà, que la suite se passe très bien. C'est sur cette note d'espoir que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Dr Mohamed Kassoum Djiré des Sentinelles Malikoura, Evelyne Jacques du cadre d'échange des partis pour une transition réussie, Samba Gassama de la diaspora malienne et Bagui Diarra, analyste politique. Merci à vous de nous avoir suivis et un autre numéro de votre émission Regard Croisé.